Dans les années 50, sous le regard de tous, un boxeur 6 fois champion du monde allait incarner pour l'Amérique les Golden 50s et pour l'Europe un rêve américain, Sugar Ray Robinson. Comme souvent, les légendes naissent dans les ruisseaux. Ceux des bas-fonds de Détroit, par exemple, où naît en 1921 le petit Walker Smith, dernier d'une famille de 3 enfants. Une peau noire, un père porté sur la bouteille et une mère qui croit en Dieu. C'est souvent le lot des enfants pauvres d'Amérique. En 1932, chassée par la Grande Dépression et sa cohorte de chômeurs, la mère du petit Walker part pour New York et s'installe avec ses enfants à Harlem, un endroit où il fait bon savoir se servir de ses poings. Tour à tour cireur de chaussures, laveur de carreaux, vendeur de journaux, le jeune Walker Smith sait aussi se servir de ses jambes et se transformer à l'occasion en danseur de rue, histoire de gagner quelques cents supplémentaires. Comme tous ses frères, le jeune Smith aime le jazz, cette musique des Noirs en passe de conquérir le monde. Pas étonnant qu'à 15 ans, il rêve de devenir un nouveau Bill Robinson, danseur de claquettes de légende et star hollywoodienne toujours prête à décoller vers le firmament. Jambes ou poings, ce sont les armes principales des idoles et des amis du jeune Walker. Comme son aîné de 7 ans, Joey Louis, en route vers la gloire et qu'il connaît depuis Détroit quand Joey l'autorisait à porter son sac d'entraînement. La boxe a cet avantage sur la musique, son apprentissage ne coûte pas grand-chose. Un jour, le jeune poids-mouche Walker Smith, pour remplacer au pied levé un de ses équipiers, doit emprunter la licence d'un certain Ray Robinson. Tout le monde remarque les qualités pugilistiques de ce jeune boxeur au visage si doux, doux comme du sucre, renchérit son entraîneur. Walker Smith a perdu son nom, mais gagné un surnom. Désormais, pour tous, il sera Sugar Ray Robinson. En 1937, à 23 ans, Joey Louis est devenu champion du monde des poids lourds. N'en déplaise à ceux que leur argent protège et aux bien-pensants qui n'y voient que boucherie, ça peut être autre chose, la boxe. Permettre par exemple à ceux qui sont nés dans le ruisseau de goûter au caviar. Message reçu 5 sur 5 par Sugar Ray. En 1939, Joey Louis, toujours disponible, arbitre une des finales des championnats amateurs des États-Unis. Pour une fois, ce n'est pas le champion des poids lourds qui attire l'attention, mais la finale des poids plumes, où une grande araignée en short blanc affronte Louis Valentine. Les poings de Sugar Ray fonctionnent aussi bien que ses jambes. Couper la route de son adversaire pour l'emmener là où il veut qu'il aille. Et l'amener là où il veut qu'il reste. Tout cela, il l'a appris de l'entraîneur du grand Joey. Un an plus tard, le poids plume est devenu plus léger, et la rapidité de ses combinaisons des 2 mains continue de faire des ravages. Un gauche qui sert à l'attaque, une droite plus défensive qui peut se transformer en dynamite. Ronels ne résiste pas 3 rounds. En
1940, le boxeur amateur le plus populaire des États-Unis passe professionnel et peut enfin fréquenter les mêmes lieux que le grand Joey pour y livrer un combat d'un autre genre, la conquête d'une jeune danseuse de revue. Après quelques rounds d'observation, mademoiselle Edna May tombe KO dans ses bras et se relève Madame Robinson. Sugar Ray fait aussi des ravages dans la catégorie des poids welter. Mais ce sont surtout ces 3 combats contre un jeune gars de Little Italy, Jack LaMotta, le seul à le battre une fois, qui déchaînent les passions. En février 1943, Sugar Ray rejoint sous les drapeaux son ami Joe Louis, grand champion d'un pays désormais en guerre et qui se consacre entièrement à l'effort national. Tandis que Robinson, qui ne rêve que d'après-guerre, n'aura pas cette attitude exemplaire. Il est vrai, une fois démobilisé à le voir manœuvrer la petite troupe de son camp d'entraînement, on se dit qu'il avait quand même une idée un peu spéciale du service militaire. Début 1946, malgré 60 victoires en 61 combats, Sugar Ray demeure un roi sans couronne. On le sait gourmand et les organisateurs préfèrent le cantonner dans le rôle de prince héritier, filmé par quelques caméras amateurs, plutôt que de lui donner une chance de conquérir le titre de champion du monde. Certains pensent que pour foudroyer un adversaire, il faut d'abord viser le menton ou le plexus. Mais Sugar Ray connaît bien son anatomie. Il sait qu'en frappant Tony Riccio à la tempe, au corps et au foie, il amène son adversaire à point avant qu'un crochet gauche ne lui fasse faire connaissance avec les planches. Quelques jours plus tard, contre Freddy Flores à Harlem devant les siens, Robinson, déjà fastueux, a offert la majeure partie de sa bourse au club athlétique de la police et à la salle d'entraînement de ses débuts. Pour Sugar Ray, ce poids welter presque trop parfait d'1,84 m pour moins de 66 kg, tous les mouvements partent du cœur et à son rythme. C'est ainsi qu'il distribue ses coups, court-circuite son adversaire, impose son combat et aligne les KO. Bientôt Noël 46, et déjà 6 années sans avoir eu le droit de disputer le titre mondial. De l'argent, mais pas les honneurs. On lui donne enfin sa chance contre Tommy Bell, mais son entraînement laisse plutôt à désirer. Il lui faut 15 rounds pour venir à bout de son adversaire. Mais après 76 combats professionnels et 75 victoires, dont 39 par KO, ce 20 décembre 1946, Sugar Ray est enfin champion du monde des welter. Avec la gloire pour l'ex-enfant des bas-fonds de Détroit, il y a surtout le plaisir de s'en être sorti. Et si lui a pu le faire, c'est que l'espoir est aussi permis à tous ses frères de couleur qui, dans ces années d'après-guerre, veulent croire au bonheur. Mais la boxe a une particularité. Ses bains de jouvence se confondent parfois avec les eaux du Styx. En juin 1947, Sugar Ray remet son titre en jeu contre Jimmy Doyle, un brave type fragilisé par un précédent combat. Ray ne le sait pas. Au 8e round, Jimmy ne se relève pas et ne se relèvera plus. Avec Gainford, l'entraîneur qu'il a découvert, à ceux qui lui demandent sans rire s'il avait l'intention de faire du mal à Jimmy, il répond « Mais c'était mon travail de lui faire mal ». Des mots durs que seuls les nantis ne veulent pas entendre. Sugar Ray offre la moitié de ses gains à la mère de son adversaire, comme si l'argent pouvait tout. Rater la vie d'un homme, comme on achète un break de chasse, estampillé à son nom. Doyle avait donné sa peau pour un titre et son or. Un autre perd son honneur. C'est ainsi que LaMotta se laisse battre par un certain Billy Fox, afin de complaire à la mafia qui fait main basse sur les gains juteux des paris. En effet, plus que les welters, c'est la catégorie supérieure des poids moyens qui intéresse la pègre. Ces machines à répandre du sang qui déplacent la foule et les caméras. Comme Tony Zale, qui en 1948 abat dans un combat qui tient plus de la guerre que du noble art, Rocky Graziano, un homme aux amitiés douteuses. Quelques mois plus tard, c'est au tour de Zale de s'écrouler sous les coups de hache du français Marcel Cerdan.
Quand l'homme d'acier a cessé de léviter dans les airs, Sugar Ray croit enfin avoir sa chance. Désormais, en effet, il n'a plus d'adversaire à sa taille chez les welters et se réveille tous les matins après avoir rêvé du titre des moyens, mais aussi des gains qui l'accompagnent, ce qui ne serait pas non plus pour déplaire à Edna. Encore une fois, c'est un autre qui a sa chance, Jack LaMotta, que Sugar Ray a pourtant déjà battu 4 fois, mais qui s'est compromis avec la pègre quand Robinson, le croyant, refuse le mensonge et la tricherie. Dans ces années d'après-guerre, la mafia touche les dividendes de son aide aux Alliés pendant le conflit. Mieux vaut s'entendre avec elle si l'on veut se battre contre autre chose que les sapins de son camp d'entraînement. Ainsi, la puissante International Boxing Club et ses parrains lui demandent une exclusivité sur tous ses combats à venir, ce que bien sûr le divin danseur, sûr de sa valeur, refuse. Mais plutôt que de jouer dans le vide, autant accepter l'invitation venue d'Europe, gagner de l'argent, s'imposer encore plus et devenir le challenger incontournable. Les GIs avaient débarqué en Normandie, Sucre Robinson et sa cour à Méristo Claridge à l'automne 1950, avec un nain recueilli dans une boîte parisienne comme bouffon, et cette classe des Blacks de Harlem qui confirme les titis dans l'idée que l'Amérique est bien le pays de cocagne qui inventa le plan Marshall, le jazz, le bebop et pourquoi pas aussi le cachemire. Avec en plus cette élégance entre les cordes qui séduit tout de suite la capitale du chic. S'il sait chanter sous la pluie, son premier adversaire sait aussi se tenir debout sur une route. Il est vrai qu'on surnomme Jean Stock, le solide champion de France des moyens, l'indescendable. Finir rapidement ses adversaires, c'est un principe pour Robinson lors de cette tournée française destinée à se rappeler aux bons souvenirs de l'Amérique. Quelques jours plus tard, à Bruxelles, c'est au tour du champion de Hollande, Van Damme, de vagir comme un nouveau-né sur son pot. Le 16 décembre 50, c'est à Jean Valzac, agenouillé sur un ring genevois, de porter sa croix. En général, quand Sucre Robinson avance, son adversaire recule. Mais quand Sucre Robinson s'arrête, le Français Robert Villemain recule toujours. 3 jours après, le 25 décembre 1950, le champion d'Allemagne Hans Stretz fête Noël en se tordant comme un ver sur le ring de Francfort, devant un Sugar Ray soutenu par l'opinion publique qui fait fléchir l'International Boxing Club. De retour aux USA, Sugar Ray peut enfin affronter Jack LaMotta, dit le taureau du Bronx. Un homme qui aime tellement sa ceinture de champion du monde qu'il la garde toujours sur lui, même au lit. Ce 21 février 51, Sugar Ray fait plutôt figure de vierge sautillante offerte au Minotaure, tandis que l'homme à la robe de chambre léopard est prêt à donner un œil pour descendre le négro. Dès le début du match, Robinson essaie de tenir à distance à petits coups de jab, un fauve encore frais qui se met tout de suite à charger sous la cape. Bientôt, Robinson se rend compte que LaMotta, qui n'avait jamais été rapide, est encore plus lent qu'auparavant. Et quand Sugar Ray accélère, ce n'est plus un taureau qui charge, mais un bœuf qui recule.
Quelques pics au foie, histoire d'entamer une bête qui visiblement ne sait pas que pour bien se désaxer, il faut savoir aussi se servir de ses jambes. Maintenant, Sugar Ray peut entamer sa petite sarabande rythmée par quelques crochets gauches à la face de la Mota, qui a du mal à se faire à cette danse. Surtout lorsque Sugar Ray se met à combiner ses gauches avec quelques crochets droits à la mâchoire qui fusent comme des éclairs. C'est bien connu, un taureau digne de ce nom ne cède jamais. Au 11e round, la puissance de la Mota, jusqu'à leur tenue à distance, déborde les entrechats de Sugar Ray et se déchaîne. Mais on a beau être taureau, une fois passé l'orage qu'il a déclenché, la Mota se retrouve fort dépourvue et imprécis. Une dernière passe de Muleta et tout est prêt pour la mise à mort. Le mufle de la bête devient un punching ball. Au 13e round, l'arbitre a arrêté la boucherie et renvoyé la Mota dans ses pâturages. Enfin paré du titre des moyens, le monde appartient à Sugar Ray, ou tout au moins sa maison du Bronx. Et puis aussi Harlem, dont il est le king, et sa Cadillac rose, le sceptre. Et ce palais qui abrite sa blanchisserie, le magasin de lingerie d'Edna, son salon de coiffure, son café-restaurant, ses placements immobiliers, et le quartier général de Robinson Enterprise. Mais ce qui compte aux yeux de l'Amérique, c'est que le manager est noir. Certes, il a des jambes, des poings, et fait un peu son cinéma, éternels attributs de ses frères de couleur, mais comme tout blanc qui se respecte, il a aussi une tête qui pèse 300 000 $. Sugar Ray devient le symbole du rêve américain qui veut croire qu'il suffit de se battre pour réussir. Sucre Robinson avait promis qu'il reviendrait en France une fois le titre conquis, et il tient toujours ses promesses, ne serait-ce que pour s'essayer au green parisien. À Paris, dont le vengeur de Cerdan est devenu la coqueluche, elles sont nombreuses, les rombières emperlousées, à venir admirer Monsieur Box. Monsieur l'ambassadeur, plutôt. C'est cela aussi un champion, un messager entre nouveau et vieux monde. C'est à la première dame de France, la femme du président de la République, Vincent Auriol, qu'il remet un chèque de 10 000 $ pour le Fonds français de lutte contre le cancer. Et quand quelqu'un comme Sugar Ray joue de son charme, difficile de rester de marbre. En Amérique, un noir qui baise une blanche, ne fût-ce que sur la joue, en choque plus d'un. Combat ou réception, pour Robinson, c'est du pareil au même. Mais Chevalier et Carpentier ne sont pas les sparring partners idéaux avant d'affronter, titre en jeu, Randy Turpin, champion des Royaumes-Unis. Ce 10 juillet 51 à Londres, dès le début du match, Sugar Ray, débordé, a du mal à contenir son adversaire. Il est vrai que l'autre est bâti comme une enclume et qu'il faudrait un hectomètre pour mesurer son tour de poitrail. Et puis Turpin, ancien cuisinier dans la Royal Navy, qui a un peu trop tendance à confondre boxe et bagarre entre bidasses, ne convient guère à un prince de l'esquive. Il ne dédaigne pas non plus les corps à corps, où sa tête lui sert parfois de bélier, propre à faire éclater une pommette.
D'autant plus que ce jour-là, Sugar Ray aurait plutôt eu besoin d'un oreiller, histoire de récupérer de ses nuits blanches parisiennes. Au 15e round, c'est Sugar Ray qui, pour tenir la distance, doit se cramponner à l'ex-cuisinier survolté, qui se prend maintenant pour un barman à force de secouer son adversaire comme un milkshake. Ce 10 juillet 51, Sugar Ray, pour la première fois, est dépossédé de son titre de champion du monde. En ce début des années 50, la violence de la boxe et la mauvaise conscience n'ont pas encore terni l'idée qu'à travers elle, un brave type comme Randy Turpin ait droit à sa part du gâteau. Pour avoir terrassé un géant américain et fait d'un enfant de la vieille Angleterre l'égal du grand allié d'hier. We congratulate him on his great victory, which makes him middleweight champion of the world. L'idée aussi qu'à travers deux types qui se cognent, l'Europe et l'Amérique s'étreignent et que leurs supporters deviennent les habitants d'un monde où l'océan aurait été effacé. C'est cela aussi la boxe alors. In defeat, you were still a champion, and you conduct yourself the way Americans like to know Americans conduct themselves when they're overseas. When you said, you were a better man than I am, or than I was tonight. I put that in the paper, Sugar, and I added, you see, no sour grapes in sugar. La réception du nouveau maire de New York, Bill O'Dwyer, sera sa seule sortie. De toute manière, Edna n'était pas loin. Sugar Ray a bien fait de se tenir à carreau. Le jour du match retour, ils sont 60 000 spectateurs, dont l'ami d'enfance Joey Louis a avoir laissé plus de 700 000 $ au guichet. Toute l'Amérique est venue soutenir Sugar Ray. Gene Tunney, grand champion d'avant-guerre, et un autre poids lourd, le général MacArthur, toujours présent quand le sort du pays est en jeu. Cette fois-ci, Sugar Ray est tout de suite en jambes. Quant à Turpin, qui ratisse dans le vide, il a du mal à reconnaître son adversaire.